Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo rencontre avec la mathématicienne Sandrine Antoine. Cette vidéo fait suite à la vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, vous pouvez regarder la description de la vidéo, dans laquelle on a parlé des ondelettes. Alors, on est avec la mathématicienne Sandrine Antoine, qui m'a aidé du coup dans la rédaction de cette vidéo. Et on va essayer de discuter ensemble un petit peu des ondelettes, de ton travail, de tout ça. Alors, est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter? Ouais. Donc moi c'est Sandrine Antoine, je suis chargée de recherche au CNRS et je travaille dans le laboratoire qui s'appelle l'I2M, l'Institut de mathématiques de Marseille, qui est sous la tutelle de Aix-Marseille Université du CNRS. Voilà, et qu'est-ce que je fais en recherche? Je fais des recherches en mathématiques pour le traitement du signal et des images. Donc je fais des modèles mathématiques pour trouver de l'information ou récupérer de l'information, donc des images et des signaux. D'accord. Alors, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est que l'I2M du coup? Ouais, l'Institut de mathématiques de Marseille, c'est le gros laboratoire de mathématiques de Marseille où il n'y a qu'une université. Donc, c'est un laboratoire où on fait des maths de toutes les disciplines des maths, de la géométrie, de l'analyse, de l'algèbre, des probabilités, des statistiques et même du traitement de signal. D'accord. Ah bah, du coup, alors c'est quoi le traitement du signal exactement? Alors le traitement du signal, c'est tous les algorithmes et toutes les procédures qui permettent de prendre votre signal numérique préféré, donc celui de votre caméra, celui de votre appareil photo, les images que vous avez dans votre ordinateur, mais aussi les images qui sortent de l'imagerie médicale, donc votre scanner, votre IRM du cerveau. C'est aussi les signaux que les gens qui font de l'astrophysique enregistrent avec leur télescope, etc. Et donc c'est toute cette discipline qui consiste à prendre ces signaux, avoir des meilleures façons de les traiter une fois qu'ils ont été pris, mais aussi développer des façons de les acquérir plus facilement en conjonction avec les physiciens qui, eux, font les équipements. Voilà, en gros, c'est ça. Et du coup, tu es plutôt spécialiste des ondelettes. Ouais, Alors, on va peut-être pas rentrer dans les détails tout de suite. d'accord. Est-ce que tu peux quand même donner une petite idée de ce que c'est que les ondelettes? Une ondelette, par son nom, c'est une petite onde. C'est un petit zigouigoui comme ça. C'est un petit zigouigoui comme ceux que j'ai dessiné là au tableau. Et c'est un outil qu'on utilise comme un peu une brique de base pour comprendre de quoi sont faits nos signaux ou nos images. D'accord. Ok. Alors moi j'ai découvert les ondelettes du coup en discutant avec toi. Je connaissais vaguement les existences, mais je me suis rendu compte en fait que c'est un nombre d'applications qui est incroyable en fait. J'ai un peu l'impression qu'on peut tout faire avec des ondelettes aujourd'hui. Et du coup, alors, la première application des ondelettes que j'ai connue, c'est qui permet de compresser des images, des photographies numériques, le format JPEG. Alors plus précisément le format JPEG 2000, Ouais. on va en parler parce qu'il existe deux formats JPEG différents. Et du coup, dans ma vidéo, je parle du format JPEG. Alors est-ce que tu peux rappeler un petit peu le principe général du format JPEG? De JPEG. Alors, l'idée, c'est comme tu as expliqué dans ta vidéo, finalement, quand on a une image à coder, une image, c'est parfois 1 million de pixels ou je ne sais pas combien de millions de pixels suivant votre téléphone ou votre appareil photo. Ça se code en au moins 8 bits, donc il faut plein de places de stockage mémoire pour coder chaque pixel les uns après les autres. Et donc il se trouve que c'est pas très très intelligent de coder ça comme ça. Si tu prends l'image de ta caméra là juste maintenant, tu vas voir nous deux, le tableau. Le tableau il est majoritairement blanc, donc tous les pixels du tableau ils sont blancs pareil. Donc ça a beaucoup de sens de les coder ensemble plutôt que de les coder un par un et de te dire j'ai 1 million de pixels qui sont blancs. Et ça me coûte pas cher en fait de dire ça. Et puis sur moi il y a du bleu là comme ça, mais il vaut mieux coder ces pixels là ensemble et les pixels de ton t-shirt par exemple ensemble parce qu'ils sont tellement similaires que ça va être facile à coder.
Et du coup, on va gagner beaucoup de place de stockage si on code intelligemment. Donc la compression, la base de la compression, c'est ça. Et après, la compression en JPEG, il y a deux ingrédients très importants, souvent dans les schémas de compression. Il y a ce qu'on appelle une transformation qui va dans un espace qui permet que ce soit plus facile en fait de ensuite faire ces regroupements dont je t'ai parlé. Là, je t'ai parlé de regroupement par couleur, mais du coup, si je regroupe les pixels qui sont ici avec ceux qui sont là, ils sont regroupés au niveau couleur, mais spatialement, ils sont loin l'un de l'autre. Donc ça me prend quand même du temps à essayer de coder le fait que ceux-là, ils sont éloignés de ceux-là. Et donc, pour éviter d'avoir à faire ça, je vais passer par une transformée. Donc, pour JPEG, c'est une transformée de Fourier ou une transformée de Dondlet dont on va reparler. Et ces transformées, elles vont avoir cette particularité de concentrer l'information un peu pertinente de manière plus proche, ou en tout cas de la dissiper de manière à tout ce qui n'est pas très pertinent soit facile à coder. Donc en gros, JPEG, il va se mettre d'abord à faire une transformée pour que tous les pixels blancs ils soient codés ensemble, mais naturellement, sans avoir à dire le pixel là est ici et celui-là est là. Donc ça va pouvoir se faire avec la transformée de Fourier ou Dondlet. Et puis derrière, après, une fois qu'on a regroupé en utilisant cette transformée correctement, il faut faire le codage en lui-même, c'est-à-dire coder la valeur de niveau de gris de manière intelligente. Et là aussi, plutôt que de coder gris 0, gris 1, gris 2, gris 3, gris 4 jusqu'à gris 255, parce qu'en général on code sur 8 bits, il y a des moyens de coder plus facilement. Et le principe, c'est quand même de donner des mots de code, donc un code petit aux couleurs qui vont revenir souvent et un code plus long aux couleurs qui vont revenir moins souvent. Comme ça, on va gagner aussi en temps et en taille. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le code de Huffman. Oui, ça. c'est ça. Donc l'idée du code de Huffman, c'est donc de coder de manière plus compacte des choses qui reviennent le plus souvent. C'est ça ? Exactement. D'accord. Alors tu disais qu'on s'appuyait sur la théorie de Fourier Oui. pour coder. Alors la théorie de Fourier, pour moi, c'est plutôt des notions d'onde, de signal, de transformation sur les ondes. Alors c'est quoi le rapport entre faire des transformations sur les ondes et une image ? Ah, d'accord. Pour t'expliquer ça, je vais t'expliquer ça d'abord sur un signal en une dimension. Donc typiquement, pense à son signal sonore quand tu as enregistré ta voix. Donc c'est un signal qui est dans le temps, qui bouge comme ça. Il se trouve que surtout pour les signaux sonores, ça se voit assez bien. Si tu chantes ou si tu fais de la musique, quand tu joues au piano, tu joues une note là, il a des harmoniques qui viennent au-dessus, qui sont des notes similaires mais qui résonnent avec elles. Et donc ces résonances-là, en fait, tu peux les voir mathématiquement comme des sinus et des cosinus qui sont à des fréquences qui sont des multiples les uns des autres. Ça, c'est des harmoniques. Et en fait, dans ta voix, tu fais aussi des harmoniques, tu as plein de choses comme ça. Et donc l'idée de Fourier, c'est de représenter un signal comme une somme de ces harmoniques, ou une somme de fonctions sinus ou cosinus qui ont, eux, des fréquences différentes. Et il se trouve que c'est tellement bien fait que si tu prends n'importe quel signal comme ça en une dimension, tu peux le décomposer en une somme de sinus et de cosinus à plein de fréquences différentes. Okay ? Et donc c'est ça la transformée de Fourier, c'est de faire le parallèle entre ce monde qui vit dans le temps et le monde des fréquences. D'accord. Donc du coup, en fait, on a des basses fréquences et des hautes fréquences. Et du coup, sur une image, comment ça se traduit ? Ah oui, c'est ça, on était parti d'une image, excuse-moi. Alors, une image, a priori, on n'a plus cette notion de fréquence comme on l'entend, genre le grave et le aigu. Par contre, on peut tout à fait voir dans une image des motifs qui se répètent ou qui ne se répètent pas. Donc, par exemple, alors mince, j'ai pas mis d'habit rayé, c'est un peu dommage, mais si tu prends le pull marine rayé blanc et noir, et que tu regardes une ligne dans ce sens-là, tu as un signal qui fait comme ça, donc en fait qui fait une ondulation qui ressemble tout à fait à un cosinus ou un sinus, enfin ça dépend de l'imprimeur, on est d'accord. Donc évidemment ça peut être dans ce sens-là. Mais en fait, de la même manière, donc là on va dire plutôt que
de penser en termes de signaux qui sont haute fréquence et basse fréquence, on va penser en termes d'ondulation plus ou moins lente, avec une direction qui va dans l'espace. Donc elle peut être horizontale, verticale, elle peut être diagonale, mais en fait, tu as aussi cette notion de à quelle vitesse vont changer les valeurs des pixels le long d'une droite. Et ça te donne une notion de fréquence dans les images. Et je trouve que pour les images, c'est exactement pareil que pour le son. Avec des bases de cosinus et de sinus, tu peux récupérer toute une image, toutes les images en fait. D'accord. En fait, on peut voir ça du coup comme plutôt que des sommes d'ondes, en fait, on est en train de faire plus des sommes de motifs quelque part. On est en train de faire des sommes de motifs qui sont périodiques. D'accord. Et qui, dans la période, dépendent d'un truc qu'on appelle fréquence. Mais du coup, si on a des motifs périodiques, comment est-ce qu'on fait pour représenter une image sur laquelle il y a plein de choses différentes a priori? Et c'est là que Fourier est très fort. C'est que Fourier s'est dit non mais c'est pas grave, je vais réussir à tout reconstruire quand même. Donc en gros, ce qui est difficile à faire, ce qui est difficile à imaginer avec une base de sinus et de cosinus, c'est qu'on va pouvoir bien voir ce qui se passe. Il faut que je prenne quelque chose qui marche. Attends, je vais faire un petit truc en plus sur le tableau parce qu'il est trop propre ce tableau. Donc imagine que tu as un t-shirt bien tout noir et qu'au milieu tu as un grand cœur rouge. Hop! Et la question que tu te poses, c'est là-dedans, moi je vois pas beaucoup d'oscillations en fait. Ouais. On est d'accord? Alors ici c'est plat, en fait on appelle ça plat parce que c'est les mêmes couleurs partout, donc tu prends un sinus ou un cosinus avec une fréquence très très Haute? Basse plutôt? Basse, c'est bien, t'as suivi, avec une fréquence très très basse, donc une période très très longue, et ça fait du plat, ça va bien. Et par contre la question c'est comment tu vas faire pour faire fuiter des signes, pour s'adapter des sinus et des cosinus au fait que ici c'est noir et puis que juste derrière c'est rouge. En fait ce que tu fais, c'est que tu prends un sinus de basse fréquence, puis un sinus un peu plus haut, puis un peu plus haut, puis un peu plus haut, puis tu en ajoutes plein. Puis une fois que tu en as ajouté plein, et à la limite ça se passe bien et ça fait une marche comme ça, entre deux couleurs. Donc la réponse à ta question c'est, en fait c'est tout à fait possible, mais il faut imaginer que j'ai vraiment beaucoup de fonctions sinus et cosinus que je vais pouvoir ajouter et qui vont avoir la magie d'arriver à faire plat ici, puis quelque chose entre les deux qui n'est pas plat. En fait, on peut réussir à recréer des marches juste en ajoutant des cosinus et des sinus. Exactement, ça paraît totalement incroyable quand on te dit la première fois. La seule chose à faire, c'est d'aller faire sur ton petit ordinateur pour voir comment ça marche. Mais tu l'as fait un peu dans la vidéo. Donc dans ta vidéo, on peut le voir. Alors ça, ce principe-là, d'utiliser Fourier pour coder des images, c'est le principe de JPEG. Oui. Donc qui date des années 90. 92. Début des années 90. Sauf qu'en 2000, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui ont dit « Ouais, on a un super outil qui s'appelle les ondelettes et on pourrait faire un truc vachement mieux avec. » Alors, qu'est-ce que c'est les ondelettes et du coup, pourquoi est-ce que c'est mieux pour coder des images? Alors, qu'est-ce que c'est les ondelettes? Les ondelettes, là, je t'en ai dessiné quelques-unes. Peut-être on va s'intéresser à celle-là, là. Pour l'instant, les ondelettes, c'est des petites formes comme ça, donc des petites ondes qui varient entre positif et négatif. Et puis elles ressemblent un petit peu à des trucs de Fourier, disons qu'on avait un peu l'impression qu'il y a peut-être un cosinus ou un sinus là-dedans, en tout cas une sorte de période. Mais par contre, elles ont un grand avantage que tu vois par rapport à ta base de sinus ou de cosinus, c'est que ici à gauche c'est 0 et ici à droite c'est 0. Donc plutôt que d'aller essayer de reconstruire quelque chose qui est plat à gauche, plat à droite et avec une discontinuité au milieu, avec un truc qui oscille tout le temps, là tu vas pouvoir venir mettre ta petite ondelette et la faire agir que pile poil au moment où tu en as besoin. Donc ça c'est la première chose. On dit dans le jargon que l'ondelette c'est localisé dans le temps. Donc le temps c'est cet axe-là. Et dans le temps, elle agit ici, puis elle ne va pas voir ce qui se passe ailleurs.
Donc, si tu imagines que tu transformes, que tu codes, le sinus, quand tu le prends et que tu le regardes par rapport à ton signal, ben, il va voir tout l'ensemble du signal. L'ondelette, elle va en voir qu'une partie, bien localisée dans le temps. Ah, donc la grosse différence, en fait, c'est que le cosinus, le sinus, c'est partout, tout le temps, Ouais. alors que l'ondelette, elle est vraiment localisée à un endroit précis. Ouais. Alors là, les aficionados de Fourier, ils vont dire « Ouais, mais t'exagères parce que quand on fait de la transformée de Fourier, on sait aussi faire la transformée de Fourier à fenêtre. » Alors, la fenêtre, c'est quoi ? C'est j'ajoute une petite fenêtre dans le temps à mon cosinus qui vit sur toute la ligne, et puis je le réduis que à cette fenêtre-là, et je le regarde que à cette fenêtre-là. Et c'est en fait aussi ce qui est fait plus ou moins dans le JPEG. D'accord ? Donc, il n'y a pas que ça. Il y a un truc de plus, c'est que cette ondelette, c'est une forme que tu as. Si tu la dilates ou la contractes, tu vas trouver des périodes, on va dire des fréquences un peu différentes. Et puis si tu la translates dans le temps, donc tu la mets ici, tu la répliques plein de fois, tu vas pouvoir recouvrir tout l'espace. Et tu vas pouvoir faire ça de manière à avoir des propriétés mathématiques qui sont bien plus fortes qu'avec une transformée de Fourier à fenêtre. Donc en maths, on dit qu'avec ça, on va pouvoir construire une base de notre espace. Ce qui n'est pas le cas avec tes transformées de Fourier à fenêtre. Donc il y a une sorte de magie de cette construction-là qui fait qu'elle se goupille encore mieux que celle de Fourier. Et ce qu'elle va pouvoir faire, du coup, en particulier sur ces bords-là, comme on voit là-bas, c'est qu'on va pouvoir utiliser beaucoup moins d'ondelettes pour coder un bord que ce qu'on utilisait dans Fourier. Même dans Fourier à fenêtre, en fait. D'accord. D'accord. Donc l'idée, en fait, la grosse différence, en fait, c'est que donc, avec Fourier, on a une base de cosinus et de sinus pour pouvoir recréer tous les signaux qu'on veut. Avec les ondelettes, on a une ondelette, et cette ondelette, on peut la déplacer, on peut l'agrandir, la rétrécir, et toutes ces ondelettes-là qu'on peut déplacer et rétrécir, ça forme une autre base, et qui, elle aussi, permet de recréer le signal qu'on veut. D'accord. Ouais, exactement. Et le truc qui est vraiment important pour coder des images, c'est que notre œil est très sensible au changement de contraste. Donc, c'est très intéressant de savoir les changements de contraste. Typiquement, c'est un bord comme ce que tu vois, ce que j'ai dessiné là, ou entre ton t-shirt et ton fond. D'accord ? Ces parties-là, elles sont très intéressantes. Donc, c'est important de les coder bien et de les coder efficacement. Parce que c'est des choses que tu veux pouvoir faire ressortir facilement. Et ça, la transformer en ondelette, eh ben, elle va le faire avec moins de coefficients. Donc elle va le faire en ayant besoin de coder moins d'informations que ce que tu peux faire avec ta transformée de Fourier ou ta transformée de Fourier à fenêtre. Parce que ce soit Fourier ou Fourier à fenêtre, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir récupérer ce saut ici, il te faut beaucoup de coefficients de Fourier. Pour le récupérer, il t'en faudra moins ici. Et ça, tu as toute une théorie mathématique derrière qui te dit combien de coefficients il te faudra donc en ondelette ou en Fourier à fenêtre pour récupérer quelque chose comme ça. Donc les ondelettes en fait sont plus efficaces pour coder ces changements de luminosité brusque, ces changements-là. D'accord. Alors dans ma vidéo, quand je parle de JPEG 2000, j'utilise l'ondelette de Haar, donc celle présentée au-dessus là, pour faire un petit exemple. Sauf qu'en pratique, c'est pas l'ondelette de Haar qu'on utilise, c'est des ondelettes de Dobeschies, entre autres. Par exemple. Alors, pourquoi est-ce que... Parce que l'ondelette de Haar, ça marche très bien, on voit qu'on peut reconstruire des images. Pourquoi est-ce que dans la pratique, on n'a pas choisi cette ondelette-là, mais qu'on en a choisi une autre ? Alors, l'ondelette de Haar, elle est super parce qu'elle est super simple. Et du coup, elle est aussi super simple à utiliser. On n'a pas encore parlé de comment on l'utilise, mais voilà, elle est super simple. C'est une fonction qui vaut 0, qui vaut 1,5 ou 1 entre 0 et 1,5, et moins 1 ou moins 1,5 si tu as choisi des demi entre 1,5 et 1. D'accord ? Donc, c'est la base d'un truc qui oscille. Mais ça fait des sauts par contre. Mais ça fait des sauts. Et donc, en fait,
il y a toujours deux bases, enfin il y a deux choses dans la compression. Il y a bien compresser et pouvoir envoyer, et puis ensuite il y a bien au retour pour pouvoir décompresser et regarder l'image. Ouais. Hein, donc là on a plus insisté sur la partie compression, comment ça va être efficace, mais il faut aussi que ton décodage il soit efficace. Voilà, donc je vais rajouter encore un petit truc, et la compression ça existe sans perte et avec perte, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais la compression sans perte c'est important parce que c'est une compression dans laquelle tu gardes toute l'information absolument. Donc à partir de cette information de l'image comprimée sans perte, tu dois retrouver exactement tous les pixels de départ quand tu fais la décompression. Exactement les mêmes pixels, exactement au même endroit dans l'image. Exactement les mêmes pixels, exactement au même endroit, Mais exactement les mêmes valeurs. Mais ça prend moins de place du coup à sauvegarder. Donc ça c'est la compression sans perte. C'est la compression sans perte, exactement. Donc dans un monde idéal, on veut faire ça. Mais sauf que dans un monde idéal, parfois même la compression sans perte, c'est pas assez compressé pour que tu puisses faire voyager ton signal. Donc par exemple, si tu envoies sur ton téléphone, il y a quelques années, les téléphones, ils n'étaient pas aussi puissants que maintenant, donc ils ne pouvaient pas décoder des trucs aussi gros. Et donc on a des compressions qui sont avec perte. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se dit, bon, telles informations, finalement, peut-être il n'y a même pas besoin de les coder. Alors il y a plusieurs raisons pour ça. La première raison, c'est que ton œil à toi, il ne voit pas une résolution infinie, donc il y a fatalement des choses qu'on peut ne pas mettre. Si on prend une image à X millions de pixels, il y a des détails en fait que tu ne peux pas percevoir. Donc si l'utilité derrière, c'est pour ta vision à toi, il y a des trucs que tu peux enregistrer sur ton ordinateur mais que tu ne verras jamais. Donc ça c'est une première raison. La deuxième raison c'est que des fois dans l'application tu n'as pas besoin de toute l'information en fait. Hein. C'est pas juste qu'on ne peut pas l'apercevoir, c'est qu'elle n'est pas forcément utile à ce que tu vas en faire derrière. Donc j'ai un peu de mal à te donner un exemple comme ça, mais si tu fais de l'imagerie médicale du cerveau, c'est pas la peine d'aller en dessous de la taille du plus petit élément que tu veux regarder à ce moment-là dans le cerveau. Ok. Donc tu peux te permettre parfois de compresser avec perte. Donc ça veut dire que tu vas oublier un peu d'informations. Ça veut dire quand même que tu vas essayer de ne pas oublier de l'information super pertinente, mais tu vas peut-être oublier des petits bouts d'informations parce qu'ils ne sont pas vraiment utiles. Alors du coup, si tu fais de la compression sans perte avec AR ou avec cette ondelette que j'ai appelée l'ondelette de Borlée ou celle de Debauchy, bon, de toute façon, à la décompression, tu as les mêmes garanties. Mais par contre, si tu fais de la compression avec perte, donc tu vas oublier quelques informations, les artefacts, donc les petites imperfections que tu peux éventuellement voir, elles vont dépendre de la forme de la brique de base que tu as utilisée. Donc là en l'occurrence, elles vont dépendre de la tête de ta fonction de AR, de Morley ou de Debauchy. Alors comment ça se traduit en vrai? C'est ça, tu l'as forcément déjà vu. Ça se traduit en vrai que si tu as fait une compression avec perte un peu sévère avec AR et que tu reconstruis, tu as des sortes de petits carrés qui apparaissent dans ton image. Et ces petits carrés, ils reflètent le fait que AR, c'est un truc qui est discontinu, et quand tu es en 2 dimensions, c'est des petits blocs en fait, en 2 dimensions, l'ondette de AR. Donc tu vois cette forme apparaître parce que tu as laissé de l'information de côté. Maintenant, si tu laisses de l'information de côté avec celle-ci, la Morley, c'est de l'information que tu as oubliée mais qui reste continue dans le jargon mathématique, donc, mais qui a des variations qui sont assez lentes. Et donc à ton œil, ça va pas faire des blocs justement, ça va faire peut-être un petit genre de flou, un petit genre de truc, mais en fait c'est beaucoup plus doux l'artefact que tu vas trouver ici que là. Et donc on va préférer avoir des choses un petit peu plus continues, donc qui sautent moins, pour éviter d'avoir des artefacts qui nous sautent à l'œil. D'accord. Par exemple. Donc le choix de l'ondelette de Debauchy pour le codage JPEG 2000, en fait, c'est cette continuité de ondelette, le fait que l'onde puisse être dessinée sans faire de saut du crayon. C'est cette continuité-là en fait qui nous permet d'éviter d'avoir des artefacts qui sont vraiment trop visibles en fait.
exactement. Alors pour la petite histoire, c'est pas Doboshi, c'est pas celle-là qu'on utilise dans JPEG 2000, c'est l'ondelette 9.7 de Cohen de Boschis-Fovo, CDF 9.7. Et elle allie deux trucs. Elle allie la continuité de ce genre de choses-là avec la facilité de calcul que te donne quelque chose d'aussi simple que ça, on va D'accord. dire. Ok. Ok, on n'a pas parlé de l'algorithme, tu en as parlé dans ta vidéo, mais vraiment elle allie ces deux trucs en même temps. On voit que l'histoire des ondelettes est court sur tout le siècle. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur l'histoire de ces ondelettes? Oui. Alors je vais pas dire grand chose sur Art, et c'est lui qui a donné des idées aux autres après. Je pense pas que dans son travail ça s'appelle des ondelettes. Les ondelettes c'est venu vraiment dans les années 80. C'est venu d'abord avec Morley et Grossman qui sont des gens qui font des géosciences. Qui, pour analyser leurs signaux, ils aimaient bien au départ utiliser Fourier, mais en fait ils avaient besoin de cette localisation dans le temps dont on a parlé tout à l'heure. Et donc ils se sont mis à construire des petits trucs qui oscillent un peu, mais aussi qui sont bien localisés dans le temps, à les utiliser. Puis on a trouvé que c'était vachement bien. Et ça, c'est venu aux oreilles des mathématiciens un peu plus tard, quelques années plus tard. En fait, c'est venu aux oreilles des mathématiciens assez tôt, mais ils ne savaient pas trop quoi en faire de ce truc. Puis à un moment, ils se sont dit, ça marche bien quand même, on devrait pouvoir expliquer mathématiquement pourquoi ça marche bien, ce truc qu'ils ont inventé. Et puis donner un cadre, et puis etc. Et il se trouve que du coup, dans la région, là, il y avait Ingrid Doboschis qui était en postdoc, il y avait Morley Grossman qui discutait pas mal avec les mathématiciens et les physiciens d'ici. Et il y a eu une grosse émulation entre pas mal de gens qui sont commencés à s'intéresser à ce problème et qui se voyaient assez souvent en fait, dans les années 87, 88, 89. Et du coup, il y a plusieurs choses qui ont émergé en même temps du côté des un peu plus théoriciens que Morley et Grossman. Il y a une structure mathématique pour voir les choses arriver et les expliquer. Et il y a des gens aussi qui ont donné un corps mathématique à ces ondes-là, en explicitant des formes qui pouvaient ressembler à ces trucs-là et qui auraient de bonnes propriétés. Et puis le troisième truc, c'est que tout ça c'est très inspiré de art, d'accord, mais à la base c'est aussi du travail qui est très inspiré de cette capacité qu'a eu Fourier à décrire l'ensemble des fonctions avec des sinus et des cosinus dans un cadre très pas strict, mais très très correct, très bien ficelé. Et les gens avaient aussi envie de ça. Et donc il y a aussi une partie des gens qui sont amusés là à essayer de développer une technique de transformer de Fourier, comme la transformée de Fourier, une transformée de Fourier transformée en ondelette rapide qui pourrait être utilisée derrière. Et donc là, tu as la conjonction de gens en physique, en maths, ça s'utilisait aussi en géosciences, mais aussi en acoustique, qui se sont mis à vouloir expliquer des choses qu'on avait déjà commencé à faire dans des applications, leur donner une explication mathématique sous tous les aspects, à tout contrôler super bien. Et donc c'est ce qui s'est passé là dans les années, fin des années 80. Pendant 4-5 ans, il y a vraiment une grosse émulation et plein de gens qui s'y sont mis. D'accord. Donc en fait, on a plutôt des physiciens qui ont commencé à découvrir les ondelettes, qui ont commencé à travailler dessus sans avoir un cadre théorique très strict. Et derrière, on a des mathématiciens qui se sont emparés de la question, qui ont développé du coup toute une théorie. Ouais. Alors moi, quand j'ai entendu parler pour la première fois des ondelettes, c'est via le mathématicien Yves Meyer. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ses apports dans cette théorie? Ouais. Alors je t'ai pas dessiné l'ondelette de Meyer parce qu'en fait c'est pas une qui est très utilisée. Meyer, il a eu un gros impact sur développer la théorie de comment avec des formes comme ça on peut structurer l'espace des fonctions, l'ensemble des fonctions. Donc il a travaillé sur et il a développé ce concept qu'on appelle de l'analyse multirésolution, qui est comment décrire l'espace de fonctions au moyen de plein d'espaces vectoriels qui s'imbriquent les uns dans les autres
et qui ont des résolutions différentes un peu, on va dire. Donc c'est vraiment inspiré de Fourier, hein, et de l'idée de fréquence et tout ça. Et comment pouvoir les emboîter, comment pouvoir les agencer, et ensuite comment faire des bases ou des fonctions représentatives qui vont être des ondelettes. Et donc fondamentalement ça permet plein de choses. Ça permet de bien contrôler les choses, ça permet de vivre dans un cadre où tu sais exactement contrôler mathématiquement en fait chaque partie de ton travail. Après, c'était pas le seul. Doboshiz, elle est assez connue pour les ondelettes qu'elle a développées, qui sont... celle-ci, elle est assez représentative parce que c'est une ondelette qui a une forme assez bizarre, mais qui est asymétrique par rapport à celle-là. Mais en fait, même si elle a l'air un peu bizarre et un peu chahutée, elle a des propriétés de régularité, donc en particulier la continuité, qui font qu'elle a des bien meilleures propriétés pour reconstruire des signaux que l'ondelette de Arc qu'on a là-haut. Doboshiz, elle s'est attaquée à l'analyse multirésolution aussi, mais beaucoup au design des ondelettes. Doboshiz et puis Mala d'un autre côté. Ils ont fait tous les deux beaucoup de travaux là-dessus. Ouais, l'idée, c'est que les travaux de Doboshiz ont plus d'applications concrètes quelque part, les travaux mathématiques de Doboshiz sont plus tournés derrière vers des applications, tandis que les travaux de Meyer, eux, sont plutôt pour donner un cadre mathématique rigoureux. Il y a de ça. Après, même ils ont travaillé ensemble, hein, tu trouveras des choses très théoriques dans les papiers de Doboshiz et des choses plus pratiques aussi dans les papiers de Meyer, mais il y a vraiment chez Doboshiz, dans sa façon de développer les ondelettes, il y a je veux un cadre théorique et je veux pouvoir calculer avec ces objets, donc je veux pouvoir les manipuler. Et chez Mala, tu trouveras en plus je veux que la manipulation elle soit efficace, donc l'idée de la transformée rapide qu'il y a dessous. Donc tu as vraiment tout le panel et tu as des gens qui se sont retrouvés là pour plein de raisons différentes et qui ont bossé, qui ont chacun amené leur pierre à l'édifice. D'accord. Et du coup, toi, dans tout ça, j'ai vu que tu travailles sur les problèmes inverses en tomographie. Ouais. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu tes travaux. Alors déjà, la tomographie, qu'est-ce que c'est ? Oui, la tomographie, qu'est-ce que c'est ? Je vais te faire un dessin parce que sans dessin, c'est compliqué. Alors, je sais pas si tu es déjà allé à l'hôpital pour faire un PET scan. Moi, ça a dû m'arriver quand je me suis cassé le bras, un truc comme ça. Mais alors, ce qui se passe quand tu fais un PET scan, c'est avant d'aller faire ton examen, on t'injecte un truc qui est un radiotraceur, qui est un truc qui va émettre en gros de la lumière quand tu vas le mettre sous le scanner. Donc ensuite, comme tu as montré dans ton film, tu es dans un scanner, donc c'est un peu un tube comme ça. Bon, en fait, ils sont plus petits, ils sont plutôt... En général, ils sont plus petits, mais on va dire tu es dans un tube comme ça. Et puis, tout autour du tube, ici, en fait, tu as des détecteurs qui, eux, vont être capables de détecter ce qui a été émis par le radiotraceur quand tu as injecté. Donc, imagine que ce radiotraceur il est venu se concentrer ici, il y a des positrons qui vont être émis et que tu vas pouvoir récupérer au détecteur. Donc TEP, tomographie par émission de positrons, c'est ça que ça veut dire. Et on dit souvent, des fois on dit PET scan parce que ça c'est l'acronyme en anglais qui est évidemment retourné. Ce qu'il faudra que je t'explique maintenant, c'est vraiment qu'est-ce qu'on retrouve, ce qu'on retrouve ici comme mesure sur le détecteur. Donc on va imaginer qu'on fait une coupe là, puis on va regarder ce qui se passe ici dans cette coupe, parce que je ne sais pas bien dessiner en 3D, c'est pas facile. Alors ce qu'on fait, nous, souvent, c'est qu'on a un cerveau modèle un peu joué, un peu sympa. C'est une ellipse, une deuxième ellipse, une troisième ellipse, ici c'est noir. Puis les deux autres, c'est blanc. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon agent de contraste, il est venu se concentrer ici dans ces deux zones, puis il n'y en a pas trop ailleurs. D'accord. Donc quand tu as l'agent de contraste ici, et que tu mets ton scanner en marche, en fait, l'agent de contraste, lui, il émet des positrons
Et en fait, à chaque fois qu'il en émet, il en émet 2 en direction opposée. Donc il se passe un truc comme ça, et toi, autour de ça, on a mis des détecteurs. En fait, des plaques de petits pixels qui détectent le nombre de positrons qui vont arriver. Donc évidemment, il y en a à peu près tout autour. On va voir ça comme ça. Et donc là, si je finis le chemin de mes petites particules, il y en a une qui arrive ici, une qui arrive ici. Et donc là, si tu regardes à ces détecteurs, tu détectes le fait qu'il y a 2 choses qui sont arrivées ici. Ben, tu sais que sur cette ligne-là, il y a 2 positrons qui ont été émis. Donc tu as une information du fait que sur cette ligne, il s'est passé quelque chose. Il y a des positrons qui ont été émis, donc sur cette ligne, quelque part, il y a quelque chose qui flash. Et du coup, les 2 capteurs, ils s'allument en même temps, en fait. Ouais, ils s'allument en même temps. Même s'il y a un petit décalage, en fait. Oui, on n'est pas capable de mesurer ces décalages-là. Les positrons, ils vont beaucoup trop vite pour nous et pour les capteurs. Donc en fait, ils arrivent les 2 en même temps ici. Donc on dit qu'on détecte les co-occurrences. Ouais. Alors évidemment, ce point-là, il en envoie ici, puis il en envoie aussi dans d'autres directions. D'accord ? Donc on a simplement les informations, en fait, des lignes sur lesquelles se trouvent les points, mais pas la position en elle-même des points. Et évidemment, les points qui sont ici, ils peuvent en envoyer dans ce sens-là, comme ça. Ok ? D'accord. Ok. Donc, en fait, on a et c'est exactement ce que tu dis, en termes de mesure, on a les informations de sur quelle ligne il y a, sur chaque ligne, en fait. Chaque ligne que tu peux tracer ici dans ce petit espace où tu as ton patient, tu as l'information de combien il y a de positrons qui ont été émis sur cette ligne. Donc, c'est ça tes mesures. Alors, comment ça se représente ? Ça se représente dans un plan ici. Ces mesures, ça s'appelle un sinogramme. Et dans ce plan-là, chaque point de ce plan, il va dire, s'il y a 5 ici, ça veut dire que j'ai trouvé 5 positrons sur la ligne qui est définie par 2 choses. Une ligne, c'est défini par son angle par rapport à l'horizontale. Donc ça, c'est l'angle θ ici. Donc, je vais entre 0 et 180. Et puis, une fois que tu as l'angle θ, donc ici, il est très petit, mon angle θ, mais il faut savoir à quelle hauteur se place cette ligne, parce que tu as aussi, évidemment, d'autres lignes d'angle θ. Ok ? Donc ici, je vais avoir un tableau de mesure qui va être organisé en angle ici et en hauteur ici, qui vont me permettre de stocker tous ces nombres de ce qui s'est passé à chaque ligne. Alors en fait, juste pour te donner encore un exemple, si je prends ce détecteur-là, donc en fait, ce détecteur-là, il est à un angle 90 degrés moins θ. Et donc tout ce qui est perpendiculaire à ça, toutes mes lignes qui sont rouges là, qui sont parallèles, hop, elles arrivent ici. Et c'est ça qui va détecter. D'accord. Donc en fait, ce détecteur-là, à 90 moins θ, il détecte tout ce qui se passe sur toutes les lignes qui sont à angle θ. Donc sur ce détecteur, je vais avoir toutes les valeurs. Je vais pouvoir reporter de ce détecteur toutes les valeurs que j'ai sur cette ligne ici. D'accord. Ok. Donc sur cette ligne, en fait, on a une sorte de projection de l'objet sur ce plan-là. Exactement. Une version aplatie, en fait, de l'objet. Une version aplatie, donc je prends toutes les droites là qui vont comme ça. À chaque fois que je prends une droite, je regarde la somme de ce qui se passe, puisque la somme de ce qui se passe, ça va être tous les positrons qui vont être émis sur cette direction, et puis je le mets là. C'est ce que mon détecteur compte, et puis du coup je reporte mon détecteur ici. D'accord. Ok. Voilà, donc chaque ligne ici, c'est une sorte de version, on dit une sorte d'intégrale de ce qui se passe dans toutes les lignes là. Donc c'est une version de ce qui se passe par rapport à cette direction. Et donc tu vois que mes mesures,
elle s'organise sur un plan qui est différent de celui-là, mais c'est ni plus ni moins qu'un plan en coordonnées polaires. Donc ça, c'est habituel. Et en fait, si tu suis un peu, si tu imagines que mon point, tiens, on va suivre par exemple ce point-là qui est très très blanc. Là, à cet angle-là, il est à peu près en milieu, on va dire que ça passe là. Quand je déplace mon angle, par exemple, si mon angle, je vais regarder celui-là, un peu plus loin, bien, tu vois que sa projection, elle va se trouver un peu plus à gauche. D'accord ? Et puis si je déplace encore là, bon, ça va être aussi encore un peu plus à gauche, et puis ça va bouger en fonction de l'angle que je regarde. La projection de ce point-là, elle va se trouver à des hauteurs U différentes. Mais en fait, ça se calcule mathématiquement exactement à quelle hauteur ce point se retrouve ici. Et là, en l'occurrence, ce point, quand tu le vois, quand tu le suis, eh ben, il va aller selon une courbe qui est un cosinus en fait, le long du sinogramme. Donc ce point-là, qui est très blanc, très brillant parce qu'il y a beaucoup de positrons qui sont émis, il va faire que tous ces points le long de ce cosinus seront assez blancs. D'accord. Et puis celui qui est ici, de la même manière, il va suivre un cosinus, mais pas le même. Okay. Un autre comme ça, par exemple. Et donc en fait, quand tu regardes un sinogramme, tu vois des formes claires, foncées, qui varient un peu comme ça, comme des sortes de bouts de sinus et de cosinus qui sont le reflet des points plus ou moins noirs ou brillants que tu as ici. D'accord. Donc la tomographie, en fait, c'est transformer cet objet en ce sinogramme. En ce sinogramme. Exactement. Alors, du coup, dans ma vidéo, j'ai mis deux petits exemples de sinogrammes. Ouais. Alors, je trouve que les résultats, je les trouve très jolis. C'est un petit côté fantomatique et qui est assez esthétique. Ouais. Alors, passer de la forme au sinogramme, ça c'est assez clair, la façon de faire. Alors, ce qui est pour moi incroyable, qui est vraiment le côté magique des mathématiques, c'est que il est relativement facile de retrouver la forme initiale à partir du sinogramme. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que cette magie? Alors, cette magie, en fait, c'est un peu l'analogue de ce qu'on a fait pour passer de ici à là. C'est-à-dire que quand je me passe à un capteur ici, je sais exactement que tout ce qui va arriver, ça vient de cette ligne-là. Et donc, j'ai que ça à compter. D'accord ? Bon. Et donc, en fait, chaque capteur, il correspond à une ligne particulière. Et puis, c'est pour ça que je peux faire cette chose-là. Bon. Et je fais la somme de ce qui se passe sur toute cette ligne. Donc je sais que ça dépend que de cette ligne et je sais qu'il suffit de faire la somme pour trouver ce qu'il y a au capteur. Donc j'ai deux informations. Alors, ici c'est pareil. En fait, quand je regarde ce plan, chaque fonction sinus ou cosinus qui se balade là dans ce plan, chaque courbe de forme sinus ou cosinus qui se balade dans ce plan, elle correspond exactement aux informations qui viennent d'un point dans ce plan-là. Donc à la place d'avoir des informations sur une ligne, j'ai les informations qui viennent de ce qui se passe sur un cosinus. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. En fait, ce point-là, toutes les informations qui viennent de ce point se retrouvent exactement dans ce cosinus. Mais inversement, c'est vrai. Tout ce qui vient d'ici, ça se retrouve là-dedans, exactement. Donc maintenant, si je fais une moyenne en gros de ce qui se passe sur ce cosinus, ou une moyenne un petit peu pondérée, et ben je vais retrouver la valeur qu'il y a ici. Et si je fais les moyennes de ce qui se passe sur ce cosinus-là, sur cette courbe en cosinus ici, je vais trouver ce qui va se passer ici. Okay. Donc c'est le même principe, au lieu de sommer ce qui se passe sur des lignes, je somme sur ce qui se passe sur des courbes. D'accord, ok. Donc l'idée en fait c'est qu'on sait qu'un point va se transformer en une courbe cosinus-sinus. Ouais. Donc l'idée c'est de chercher les courbes cosinus-sinus pour retrouver les points auxquels ça correspond. D'accord. Exactement. Alors ça par contre, ça c'est en théorie. Ouais. Ce que tu me racontes depuis tout à l'heure. Parce qu'en pratique, j'ai cru comprendre que c'était pas exactement ça. Alors en pratique, on a plein de soucis.
en pratique, la première chose que je te dis pas vraiment, c'est que là, je te dessine des choses qui sont continues, ou qui sont une résolution infinie, comme si je pouvais avoir tous les points sur cette courbe. Et puis là, mon dessin, en vrai, il est en continu. C'est un cercle et puis des ellipses à l'intérieur. C'est quelque chose qui vit à une résolution infinie, si on veut. En vrai, évidemment, tu n'as pas de résolution infinie. Ni ici, parce que tu as un certain nombre de capteurs. Tu as aussi un certain nombre d'angles que tu peux regarder, parce que tu ne peux pas mettre des capteurs à tous les angles possibles. Ici non plus, d'ailleurs, quand tu fais de la reconstruction sur ton ordinateur, que tu veux regarder ça, tu as une résolution fixée. Donc, on vit dans un monde discret, déjà. Ça, c'est le premier point. C'est pas si pire de vivre dans un monde discret. Le problème, c'est qu'on vit aussi dans un monde fini. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai dessiné des capteurs ici. Tu auras vu que j'ai laissé des trous entre les capteurs. C'est la réalité. Les capteurs, il ne peut pas y en avoir exactement tout partout. Il faut faire la place, faire passer toute l'électronique qu'il y a derrière, etc. Donc, ce capteur-là, en principe, si tu vois, si j'essaie de faire l'intégrale ici, là, mon capteur, il n'est pas assez long. Donc, la somme de ce qui se passe sur cette ligne, je ne l'ai pas. Ah oui, d'accord. Donc, il m'en manque des données, en fait. J'ai pas exactement toute cette dans le sinogramme. Il y aura des trous dans le sinogramme. Et puis la dernière chose, c'est que tes capteurs ils peuvent être super perfectionnés. Ils font aussi des erreurs de mesure. En fait, je t'ai dit un peu tout à l'heure qu'ils comptaient le nombre de positrons, mais non, ils ne comptent pas le nombre de positrons qui arrivent. Ils font une sorte de somme de ce qui leur est arrivé dans le temps, pendant un certain delta t. Et ça, voilà, c'est pas exactement le nombre de positrons qui arrivent, donc tu n'as pas la vraie mesure. Puis des fois, tu as des capteurs qui flanchent, puis des fois, tu as des capteurs qui sont mal calibrés. Donc ça veut dire quoi? Mal calibré, c'est pas que les capteurs en eux-mêmes sont mauvais, c'est que les uns par rapport aux autres, ils sont pas réglés exactement pareil. Ok? D'accord. Donc tout ça, ça fait que intrinsèquement, tu ne peux pas avoir un sinogramme parfait. Donc tu as des erreurs de mesure. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer quand on a un sinogramme avec des erreurs de mesure et qu'on essaye de retrouver l'image initiale? Eh bien, si tu as de la chance et que tu as des toutes petites erreurs de mesure, tu vois pas trop de reflets de ces erreurs-là en haut. Mais en fait, souvent, on n'a pas tant de chance que ça. C'est-à-dire que chaque erreur que tu fais ici, elle va avoir une sorte d'image inverse. Elle va se retrouver là-haut en un nouveau truc. Alors, tu le vois peut-être dans les synchronogrammes que tu as mis dans ton... Pardon, les reconstructions que tu as mis dans ta vidéo. Il y a des sortes... Il n'y a plus trop de place, ça va être au fouillis, mais... Non, ça c'est pas une bonne idée, je vais plutôt prendre le bleu. Tu vois parfois des espèces de ronds à la reconstruction. Voilà, alors ça, c'est typique. Ces ronds-là, c'est des erreurs de mesure qui vont se répercuter et qui auront cette forme précisément par rapport à la géométrie de ça, par rapport à ça. D'accord. Ok. Donc ça, c'est des artefacts typiques. Et après, évidemment, je pourrais te parler des hautes fréquences aussi. Souvent, quand tu as des erreurs en haute fréquence et que tu les passes comme ça dans un inverse, tu as des hautes fréquences qui deviennent trop proéminentes, qui sont quand même comme amplifiées par le fait que tu passes de là à là. Et du coup, ça se voit. D'accord. Ok. Et du coup, comment tu fais, toi, pour résoudre ces problèmes-là? Eh bien, c'est là que tu fais du problème inverse, en fait. Le vrai truc du problème inverse, c'est ça. Donc, l'idée, j'ai mon médecin préféré qui arrive avec ses jolis sinogrammes qu'il a sortis de sa machine. Lui, il est capable de me décrire exactement comment est sa machine. Donc moi, je peux faire toutes les équations qui disent ça se transforme comme ça. Après, si le monde est bien fait, je sais créer un inverse de ce truc-là. Donc créer une fonction qui, en théorie, passe de là à là. Sauf que il va falloir que je contrôle l'effet de toutes les imprécisions quand je fais cet inverseur. D'accord. Et c'est là que les ondelettes elles peuvent t'aider. Alors, en quoi les ondelettes peuvent nous aider? Eh bien, en quoi les ondelettes peuvent nous aider? Par exemple, si tu as cette figure là que tu voudrais reconstruire, là tu as envie de reconstruire un
un joli cerveau tout propre, tout bien et où tu vois bien cette structure ici. Si tu as un problème que ici tu as plein de bruit et plein de trucs un peu cracra, haute fréquence qui sont arrivés parce que tes capteurs ils sont pas très très fiables. Quand tu fais mon opération inverse ici, tu vas avoir peut-être des artefacts un peu de haute fréquence qui arrivent mais partout dans l'image. D'accord ? Alors typiquement l'ondelette, pourquoi elle va m'aider dans ce truc-là, c'est que la transformer en ondelette de mon image toute propre de cerveau, c'est quelque chose dont on a dit tout à l'heure qui allait concentrer l'information, être capable de coder bien là où il y a des discontinuités, mais ce que je t'ai pas redit, c'est que l'ondelette elle code le plat en mettant des coefficients à zéro, donc en codant le fait qu'il n'y a rien. D'accord ? Donc quand tu regardes la transformation en ondelette de cette image-là quand elle n'est pas bruitée, c'est quelque chose qui est presque zéro partout et qui a des coefficients très grands, pile poil où c'est important de voir. Si tu regardes la transformée en ondelette de ce truc, tout ça, le bleu que je t'ai fait, qui est plutôt haute fréquence, tu as des coefficients en ondelette, en particulier aux hautes échelles, qui sont un peu de la même hauteur partout, et il n'y a pas d'endroit spécifique où ils sont plus pertinents que d'autres. D'accord. Et donc en fait, quand je regarde la transformée en ondelette de cette image qui contient ça plus ça, en fait j'ai la somme des deux transformées en ondelette. Donc j'ai d'un côté des coefficients qui sont que à des endroits bien spécifiques et assez grands, et d'autre côté j'ai des coefficients qui sont tous un peu de la même hauteur et un peu partout. Et donc là, on va pouvoir gommer cela du coup. On va gommer cela, puis on va garder ceux qui nous paraissent importants. Et hop, on récupère que ce qu'il nous faut. D'accord, ok. Et ça, c'est vraiment du problème inverse, quoi. C'est vraiment la question principale du problème inverse. Alors, du coup, tu viens de nous parler de tomographie, de PET scan. Donc ça, c'est tes travaux que tu fais ici. Mais j'ai cru comprendre qu'à l'I2M, tu n'es pas la seule à travailler sur les ondelettes. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu les différentes utilisations qu'on a des ondelettes Ouais. Alors ici, dans l'équipe, on a Caroline Chauss qui travaille comme moi sur des problèmes inverses. Mais aussi sur d'autres applications de géosciences, par exemple, comme le Morley-Grossman, de microscopie aussi en biologie pour faire de la déconvolution, c'est-à-dire de rendre moins flou et moins bruité des images. On a Bruno Torresani, qui est un des ondettistes de la première heure, donc qui était là en fin des années 80 sur le boom des ondelettes, et lui, sa spécialité, c'est le son, c'est le traitement du son. On a Kay Schneider qui a fait la vidéo que tu as insérée dans ta vidéo. Donc lui, il s'occupe vraiment de la turbulence, donc de modéliser les flux d'air par exemple. Et ça, il le fait aussi avec des ondelettes et les outils mathématiques, c'est aussi beaucoup des équations dérivées partielles. Et enfin, on a Cosy Mello qui a fait beaucoup d'analyse multirésolution et en particulier de l'analyse multifractale. Et donc ça, c'est des outils mathématiques pour regarder des fonctions qui ont des particularités qui dépendent en fonction du temps en fait. D'accord. Donc ça fait déjà 4-5 personnes qui connaissent assez bien les ondelettes par ici. Voilà, et on a vraiment en fait plein de domaines différents en fait dans lesquels on va utiliser les ondelettes. D'accord. Bon, je te remercie Sandrine du coup pour toutes ces explications, c'était passionnant. Et du coup, je vous retrouve sur ma chaîne. Et vous retrouverez du coup le mois prochain sur la chaîne Écosciences une autre rencontre entre un vidéaste et un scientifique. Merci. Merci.